Salut à tous. Après cet épisode 6 où je vous avais un petit peu donné les directions que je vais donner à cette partie, on est en mode survie. En mode survie, évidemment, sur le moyen terme et sur le plan financier. Aussi également pour ce qui est de peut-être rester en World Tour ou pas. Donc on a vu qu'on avait accédé dans les conditions qu'on sait. Très bien. Maintenant, le nouvel objectif, il est évident, c'est se stabiliser, trouver aussi un équilibre financier, parce que là, on voit qu'à partir du mois de juillet, les projections nous donnent négatif. Donc il va falloir gagner pas mal de courses, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Sinon, il faut que je vire des entraîneurs, il faut que je vire des... C'est pas envisageable. Et puis tout, évidemment, chez nous, dans cette équipe, pour le moment, tout ou presque passe par Mathieu Van Der Poel, même si Tony Galopin a montré le bout de son nez, aidé par Dylan Van Baarle sur Paris-Nice. Je vous ai dit qu'il y avait un sponsor de renom qui pourrait peut-être reprendre l'équipe et donner plus de possibilités financières pour tous les projets qu'on peut avoir, bien évidemment, et que notre équipe de développement semble, au-delà de Jergensen, peut-être accoucher d'un Fogg ou d'un Gallardo qui sait, pourrait peut-être donner quelque chose. Je vous ai montré Jergensen, avouez quand même qu'en futur coureur de tour, c'est pas moche, c'est pas moche. Nos objectifs, il n'y en a pas beaucoup qui ont été traités au final, parce qu'il y en a énormément qui vont être abordés dans cet épisode-là. Mais on commence par un énorme défi qui n'est pas un objectif. Milan-San Remo, ça, c'est quand même the rendez-vous. On n'avait pas été invité l'année d'avant, ce que je trouvais très normal, très justifié. L'équipe était pas tellement en position de revendiquer comme ça une place sur Milan-San Remo, en étant Conti Pro, en étant 27e à l'évaluation de l'IA. Et puis on va évidemment compter sur ces trois hommes sur lesquels j'ai zoomé, c'est Dylan Van Baarle, Tony Galopin, Mathieu Van Der Poel, dans l'ordre. Pourquoi dans l'ordre? Parce que au moment de constituer ce qui sera notre train dans le Poggio, il est évident que c'est dans cet ordre-là que je vais les placer. Dylan Van Baarle avec ses qualités de rouleur, mais qui est capable également sur certains types de pourcentages d'envoyer des watts. Eh bien, Dylan Van Baarle va être chargé d'amorcer le Poggio, ainsi que nous amener aussi dans les meilleures conditions en bas du Poggio. Les équipiers, je compte surtout sur eux. Regardez comme ils souffrent dans la Cipressa. Ils souffrent énormément dans la Cipressa. Les équipiers, ils sont en souffrance totale. Mais on est au bout de 270 km. Pour des types qui n'ont pas beaucoup d'endurance, qui ont une résistance qui est parfois assez faible. Rien de plus logique, et tant mieux. Ce serait regrettable que ça se passe autrement. On peut donc essentiellement compter sur 3 hommes sur le final. Mais je m'attendais pas à autre chose. La grande nouveauté par rapport quand même à l'année précédente, même si on n'est pas venu sur Milan-San Remo, mais par rapport à ce type de finale, quel qu'il soit sur classique voire monument, c'est que au moins on en a 3. L'année d'avant, on n'en avait qu'un seul qui était capable de jouer sa chance, et du coup c'était quand même assez compliqué. Allez, ça va être le job de Van Baarle que d'emmener. Vous voyez, j'attends un petit peu le dernier moment. Je n'ai pas trop mis le nez à la fenêtre avant, voilà, le début du Poggio, avec un Roy Jans qui a quand même donné tout ce qu'il a pu pour protéger un peu Van Baarle. C'est parti. On va voir un Peter Sagan, regardez, juste derrière Mathieu Van Der Poel, avec un Kwiatkowski aussi dans la roue de Sagan. Ces deux-là ne se quittent pas souvent sur Milan-San Remo, confère 2017. Donc Van Baarle, Galopin. Allez, bientôt ça va être à Tony d'y aller, voilà. Parce que, attention, il y a Peter Sagan et Kwiatkowski qui ont fait un tout petit trou. Donc il ne faut pas se laisser trop déborder. Vous avez vu Lutsenko qui est aussi dans l'affaire. Et puis, semble-t-il, certains se sont fatigués puisque l'accélération finale de Galopin a fait très très mal et Mathieu va partir. Mathieu avec son 84 en descente, même s'il a une petite forme du jour négative, mais c'est pas
c'est pas énorme, -1, c'est vraiment pas grand chose. Le -1 et le 0 sont assez proches en fait. Et il était programmé en 0. Il va partir avec pour ambition évidemment sur un effort relais à 99, puisqu'il a énormément récupéré dans la descente. C'est toute la force de ce coureur, notamment d'aller essayer de tenir jusqu'au bout sur la Via Roma. On voit que ça revient derrière, les secondes qui s'égrènent. Attention, attention, attention. Il a fallu quand même que je sprinte parce que c'était juste derrière Greg Van Avermaet qui vient prendre la deuxième place devant Elia Viviani, Edvald Boasson-Hagen, Magnus Cort Nielsen, notre poulain de la Astana. Voilà, on a été chercher un premier monument en carrière pour Mathieu Van Der Poel sur Milan-San Remo, une course qui lui convient pas mal, convenons-en. Mathieu Van Der Poel sur Milan-San Remo, ce serait quand même étonnant qu'il n'y en ait pas une qui claque une de ces prochaines années. 26 000, ça nous a rapporté. Ouf de soulagement. Ouf, on a 300 000 euros. Peut-être on peut voir venir pendant un mois de plus, on va dire, avec le déficit qui est le nôtre chaque mois. Petit point sur la préparation pour Mathieu Van Der Poel. Il reste 4 courses à disputer sur les 14 prochains jours avant le Tour des Flandres. 4 x 3, 12, plus 15 points d'entraînement, ce qui devrait normalement 27 et 77 nous mettre sur un pic qui devrait être atteint quelques jours avant le Ronde. Bon, on va surveiller tout ça, tout en ayant bien en tête que si par exemple je lui faisais zapper une de ces 4 courses, eh bien ça nous permettrait de retarder le pic de forme de 1 jour. Et en fait, ce serait encore tout à fait bon en fait. Pourquoi je pense à essayer de le retarder? Bah toujours dans l'optique de Liège. Voilà, c'est vraiment l'idée. Parce qu'en fait, si avec un coureur comme celui-là, on arrive à avoir un pic de forme là au printemps qui englobe Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Amstel, Flèche, Liège, c'est quand même se donner les chances d'un carton plein, ou en tout cas d'une sacrée ardoise, quoi, à la fin. Et donc c'est pour ça que j'y songe. Voilà. Là, on a été un peu malheureux là sur les 3 jours de Bruges-La Panne, avec cette chute de Dylan Van Baarle, qui en fait va s'avérer fatidique. Il ne rentrera jamais. Il ne rentrera jamais. Puis j'ai aussi un petit bug là avec Roy Jans, parce qu'en fait, il faisait partie du train qui était censé amener Van Der Poel. Je joue le sprint, très clairement. On n'est pas en situation de jouer autre chose que le sprint. Là-dessus, on sait comment, de toute façon, l'IA veut que ça se termine. Donc à partir de là, on joue le sprint. Et puis en fait, mon sprint, il est vraiment perturbé par l'absence de Jans dans le train. Vous voyez, il est en bas, là, il a totalement tardé à se remettre sur le coup. Et du coup, ouais, c'est compromis. C'est totalement compromis. Enfin, ce serait compromis normalement si on n'avait pas un monstre vivant absolu et tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait, donner pour battu est complètement, quasiment hors du sprint, parce que finalement, avec ce problème de préparation du train, bah au final, Van Der Poel il vient déposer tout le monde. Alors, il n'y avait pas tout le gratin qu'on va voir quelques minutes plus tard sur Game. Ok, mais n'empêche que il fallait essayer de la prendre celle-là et ça a été fait. Donc, écoutez, voilà, ça en fait une de plus, ça fait un petit peu d'argent toujours, j'en parle souvent, parce que c'est vraiment important. Et puis dans la foulée, quelque chose qui ne devrait pas nous rapporter grand-chose, c'est le Tour de Catalogne. Alors celui-là, j'ai aligné une équipe donc assez jeune et plutôt faible, avec un Sosa en tant que leader, voilà. Et donc on a des petites étapes là au départ. Les 2 premières sont pas extrêmement difficiles, et par contre, ce qui est clair, c'est que sur l'étape 3 et sur l'étape 4, on peut avoir beaucoup de choses qui se jouent. Et donc, on voit par exemple là un Herrada qui avait réussi à prendre l'étape 2, il avait pris le maillot dans la foulée. Je me suis quand même amusé
à jouer l'étape 3. L'étape 3, donc avec... parce que je voulais voir en fait, bon là mon petit Norvégien, le pauvre à 63 de général qui cale, c'est pas grave. Je voulais voir où est-ce que Sosa pouvait aller et jusqu'où est-ce qu'il pouvait, ben en fait tout seul, hein, parce qu'en fait il est très très mal, très mal accompagné. Où est-ce que Sosa pouvait accompagner les meilleurs en fait? C'était un peu ça mon interrogation. Donc je l'ai joué en me disant ben il faut savoir en fait. Et donc tant pis, hein, sacrifier un petit quart d'heure pour jouer la course. Bon bah à l'arrivée, il n'est pas si mal. Au fond, s'il avait un seul soutien de qualité, Sosa, ou s'il soutenait lui-même un coureur à peu près de même acabit, je suis sûr qu'il fait top 10 évident et peut-être même top 5. Là, bon, il a calé, hein, il a calé pas très très loin de l'arrivée au final. Romain Bardet va aller chercher l'étape et il va pas chercher que l'étape, il va aussi s'adjuger le classement, enfin en tout cas le maillot de leader hein, sur cette étape 3, voilà. Donc Romain Bardet un petit peu plus à l'honneur que sur le Tour de France qu'on est en train de vivre en ce joli mois de juillet 2019. Donc voilà, ensuite j'ai simulé, parce que l'objectif n'était pas non plus de tout jouer, on aimerait bien avancer en fait cette partie, ce serait sympa d'aller au bout de cette année 2020 pour déjà allons jusqu'au mois d'août, ce serait pas mal, pour mettre en place déjà quel sponsor d'une part et quel, quel recrutement. On sait qu'il va falloir prévoir pas mal d'argent dans l'enveloppe qui va nous être attribuée. Il y aura beaucoup d'argent pour Mathieu Van Der Poel. Je crois que c'est assez légitime. Si lui ne le mérite pas, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait donner de l'argent. Et voilà, donc c'est tout. C'est tout. Ce sera priorité à Mathieu. Et puis avec ce qui reste, eh ben on ira voir si on peut pas essayer de proposer quelque chose qui puisse plaire à des coureurs qu'on aura essayé de séduire à partir du 1er mai. Vous connaissez le nouveau système de pré-transfert avec ces contacts là comme ça qui sont établis à l'avance. Donc on ira dépenser beaucoup de points de négo en fait hein, pour monter des dossiers. Ça, faites-moi confiance, je vous détaillerai tout ça, ce sera marrant. On a des cibles particulières, je vous en ai déjà parlé. On pense déjà très fort à celui qui pourrait être notre leader par la suite sur tout ce qui est grand tour. Ce serait éventuellement Pierre Latour. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai en tête. On va en reparler, on a tout notre temps. Pour l'instant, il faut terminer cette saison des classiques. Et on commence déjà par un enchaînement du côté du GPE3. Alors, bon, GPE3, une course qui n'est pas du tout déplaisante hein, pour une telle équipe, parce qu'avec avec Van Baarle, avec même Tony Galopin qui est évidemment envoyé là, alors que si on avait Sénéchal, à la limite, j'aurais pu envoyer Galopin sur le Tour de Catalogne, hein, et idem pour le Pays Basque, alors que ce ne sera pas le cas. J'ai dû changer le programme en fait, hein, dès lors qu'il y a eu la blessure de Sénéchal. On se souvient, hein, donc au début du mois de mars, dès lors qu'il y a eu cette blessure, il a fallu repenser la suite, et repenser la suite, c'était notamment s'assurer du fait que Mathieu Van Der Poel ait deux forts soutiens, ou en tout cas deux soutiens de bonne qualité, sur toute la période de classique qui allait suivre. Et donc, en ce sens, j'ai mis Galopin dans l'équipe. Et du coup, c'est pour ça aussi que mon équipe sur Catalogne, et puis un petit peu plus tard dans l'épisode 8, sur Tour du Pays Basque, ben, sera très jeune, très inexpérimenté. Et à la limite, la 15e place au général qu'on a chopé avec Sosa sur le Tour de Catalogne précédemment en simulant, bah, elle est même élogieuse, hein, c'est pas mal, hein, faire 15 hein, au final, pour un jeune coureur comme ça, une équipe très faible pour l'entourer. Voilà, tout ça est correct. Allez, on va, on va se recentrer un petit peu sur ce GPE3. Il y a beaucoup de difficultés
il y a beaucoup de petits monts pavés, de secteurs un peu délicats. On applique toujours le principe de se positionner très à l'avant du groupe pour essayer de vraiment ben, ne pas se faire piéger. Voilà, c'est vraiment ça. Sur toutes ces classiques, de toute façon, c'est la même chose. Vous allez rarement gagner sur une action de course. Par contre, vous pouvez perdre sur une action de course. Et ça, c'est vraiment le truc à surveiller. Du coup, chaque secteur pavé, c'est l'occasion de surveiller attentivement. Après, une fois que je vois qu'il y a un écart qui est fait comme ça, avec des gens qui se seraient fait un peu piéger, si c'est pas le bon moment, je poursuis pas l'effort, hein, c'est pas grave. Hein. Regardez là, par exemple, il y a Stibar qui est rentré, ainsi que d'autres. Voilà, c'est pas, on va pas s'exciter outre mesure. Tiens, Paterberg. Euh, mais on est devant, et c'est tout ce qui compte, être devant. Voilà, on force pas trop, on est en place, on a notre petit train. Alors en fait, j'ai tendance, vous verrez aussi sur la suite aussi, surtout à l'épisode 8, j'ai tendance à protéger Mathieu Van Der Poel par galopin, dès lors qu'on est sur des monts pavés. Donc je protège Van Der Poel par galopin, et par contre, je mets dans la roue de Van Der Poel Dylan Van Baarle, parce que, vu sa note en pavé, voilà, en l'occurrence, c'est un peu le fiasco, parce que le pauvre Van Baarle s'est fait lâcher, mais de façon générale, ce sera ma formule. Ce sera Van Baarle qui, a priori, avec son endurance assez intéressante, Galopin est pas mal aussi de ce côté-là, mais la note en pavé, hein, la note en pavé de Van Baarle qui est supérieure à celle de Galopin, euh, peut s'avérer un poil plus précieux sur des secteurs finaux. On pense notamment, par exemple, à Paris-Roubaix, où il faudra être particulièrement vigilant et où nécessairement Van Baarle accompagnera plus loin que Galopin, même si là par contre sur du GPE3, sur du Tour des Flandres, c'est à peu près possible que Galopin accompagne Van Der Poel un petit peu plus loin que Van Baarle. Voilà, donc les deux ont vraiment leur rôle à jouer. C'est bien d'avoir deux coureurs assez différents hein, finalement, bien que tous les deux assez bons, deux coureurs assez différents pour aider Mathieu Van Der Poel. C'est vrai que si j'avais eu Sénéchal en plus, là c'était génial, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave et on voit que là, eh bien, dites-moi, ça peine à revenir hein, du côté des poursuivants. Le petit écart qu'on avait fait dans le dernier mont pavé s'avère assez, bah oui, je crois qu'on peut le dire à ce stade-là, décisif, hein, décisif puisque on est avec Stibar et attention, le champion de Belgique que vous apercevez, c'est euh, ce n'est pas Lampart, c'est Nassen, puisque c'est Nassen qui a été champion l'année précédente. Je lance le sprint avec Galopin pour une conclusion signée Van Der Poel. Voilà, on est allé chercher le GPE3 sur un petit coup, dans un premier temps, dirons-nous, un petit coup d'opportunisme qui a fait qu'on s'est retrouvé à 4 devant. Et puis après, quand on est comme ça à 2 contre 1, c'est facile. C'est facile de battre Nassen Estibar avec un coureur comme Mathieu Van Der Poel qui a de telles notes. Ce qui est moins facile, c'est d'essayer d'aller chercher Gant Wevelgem. Pourquoi? Parce que tout le gratin du sprint mondial est présent. En plus de Flandriens qu'on connaît tous, c'est Peter Sagan, etc., Nassen, Wout van Aert et compagnie. Donc au final, c'est pas évident d'aller chercher Gant Wevelgem, je trouve. On n'a pas une sélection très très forte là comme ça dans ce qui constitue les difficultés principales, mais qui sont situées assez loin de l'arrivée, donc finalement pas très très impactantes. On a franchi, ou en tout cas on va bientôt arriver au Kemmelberg, hein, qui est le mont peut-être représentatif le plus connu hein, du parcours traditionnel de Gant Wevelgem.
Kemmelberg, qui dans cette version-là de Gant-Wevelgem n'est pas non plus l'endroit où vraiment d'immenses différences vont se faire, alors que je vous ai déjà montré avec d'autres équipes des parcours de Gant-Wevelgem un peu plus anciens, il y avait 2013 ou quelque chose comme ça, ou 2012, sur lesquels le Kemmelberg faisait vraiment une différence de taille, hein. Donc c'est vrai que suivant le profil de Gant-Wevelgem que vous avez, il y a quand même une chance plus ou moins grande pour des Flandriens de faire une différence et de s'expliquer entre eux. Il y a quand même forte chance pour que ça termine au sprint, hein, suivant le parcours. Et celui-là, de parcours, c'en est un qui amène plutôt à un sprint entre, je dirais, ceux qui auront résisté. Alors là, je vais tenter un petit coup qui est quasiment perdu d'avance, mais c'est pour voir. En fait, c'est pour voir. J'ai envie de voir qui est-ce qui roule. Alors, comme d'habitude, c'est des équipes. Les équipes qui roulent, là, on a vu AG2R, on a vu Education First. Les équipes qui roulent ne sont pas nécessairement les équipes qui ont le plus de chances de l'emporter. On en a un petit peu l'habitude, hein, de ça, hein, sur Gant-Wevelgem, hein, c'est pas trop surprenant, sur pas mal de courses aussi, hein. Donc voilà, c'est comme ça que finalement les échappées avortent, parce qu'on a des équipes comme ça qui roulent avec pourtant pas une vraie chance de victoire. Là, attention, on approche quand même pas mal de l'arrivée là. Puis l'arrivée, Van Der Poel est un peu solo, quoi. Il est un peu solo, il va falloir lancer quelque chose. Lancer quelque chose. Un petit peu trop tard, on va être battu. Au sprint, on va être battu par Viviani et Gaviria, avec une victoire pour Elia Viviani. Alors je dirais que c'est regrettable de peut-être ne pas avoir économisé suffisamment Galopin, parce que Van Barle c'était plus délicat, Van Barle était blessé, il avait un malade ou je sais plus quoi. Donc moins de regrets sur le fait que Van Barle ait eu du mal à accompagner jusqu'à la fin. Mais on aurait eu, alors que là voilà, je remonte le sprint là où on est pas si mal placé au final. Mais ce qui est dommage, c'est que assez traditionnellement, l'IA a tendance à attendre pas mal avant de lancer le sprint. Et du coup, je suis obligé finalement de le lancer moi-même avec un petit peu Terpstra qui gêne aussi. Euh, Viviani qui passe et après, oui, il nous aura manqué un petit quelque chose pour aller chercher Gant-Wevelgem. Donc, petite leçon, hein, pour l'année prochaine. Arriver à préparer un petit peu mieux ce sprint final sur Gant-Wevelgem. Voilà, c'est un petit truc auquel il faudra réfléchir. Je sais à peu près comment faire, mais voilà, le déroulé n'était pas optimal. Après, on enchaîne avec À travers la Flandre, pour lequel je vais me faire le raisonnement suivant. Mathieu Van Der Poel, son pic, donc, si je fais participer à travers la Flandre, le pic de Mathieu Van Der Poel va intervenir à l'avant-veille du Tour de Flandre, c'est-à-dire le 5 avril. Or, si je ne le fais pas participer, le pic interviendra le 6. Sachant que le sponsor me demande un top 5, j'estime vraiment que, en plus du fait que Mathieu Van Der Poel se repose cette semaine-là, ce qui est pas dommage, avant le Tour de Flandre, hein, il vaut mieux reposer le type, parce que il est tellement fort que je me dis qu'on va se réserver pour le Tour des Flandres avec Mathieu Van Der Poel, et puis le petit duo Van Barle-Galopin doit pouvoir être capable de se débrouiller face à une concurrence qui est moindre sur À travers la Flandre. On a Vermeersch aussi là, hein, qui est pas mal du tout, ce Vermeersch, même s'il a un petit peu lâché dans le final, mais il aura été quand même assez valeureux. Donc voilà, je mise sur Galopin Van Barle pour aller chercher le top 5 que veut le sponsor, disant aussi que Mathieu Van Der Poel avait gagné, là c'est dommage, Van Barle se fait bloquer bêtement, hein. Mathieu Van Der Poel avait gagné Dwars de Flandre l'année d'avant. Donc j'ai encore moins de regrets de ne pas l'aligner en fait. C'est une course qu'il a déjà remportée. À partir de là, pas de souci. On va laisser le boulot à Galopin Van Barle. On
on voit que Galopin est quand même un petit peu mieux situé en cette fin de course, surtout d'ailleurs parce que Van Barle s'était fait bloquer là par un CCC là dans la montée précédente, secteur pavé montant précédent. Et donc, Galopin, il faut qu'il revienne sur petit duo là, de Katusha Alpecin, constitué de Teuns, Edward, hein, pas Dylan, hein, Edward Teuns et Jens de Bussele. Voilà. Donc ça c'est le petit truc. On a aussi Van Kelsbroek de la CCC. Puis derrière, je fais le boulot pour essayer de ramener. Je fais le boulot pour essayer de rentrer, mais après, on fait ce qu'on peut parce que Van Barle, j'ai des regrets en fait que Van Barle se soit fait lâcher, hein, parce que j'aurais bien aimé essayer de jouer la gagne avec Dylan Van Barle. On cale Galopin plutôt dans la roue de Teuns, qui me semble être plus dangereux que de Bussele, surtout que j'ai vu beaucoup travailler de Bussele. Et puis, vous voyez, ça a fini par rentrer. Du coup, Van Barle, je le cale cette fois-ci dans la roue de Jens Keukelir. Voilà, il n'y a Keukelir, le Lotto Soudal là, qui est rentré et qui m'apparaît être un des candidats les plus sérieux parmi les gens qui viennent de nous rejoindre. Du coup, je le regarde de près. D'ailleurs, il est plutôt pas mal. Hein, il suit l'attaque de Teuns et de Van Kelsbroek. Et donc, tiens, voilà, ça part à 4. Hein, ça part à 4 coureurs. L'écart semble irrémédiablement creusé avec les poursuivants. Il va falloir donc s'expliquer avec ces 3 hommes pour Tony Galopin. Et puis là, c'est toujours un petit peu le même truc, c'est que au final, si j'attends trop, j'ai l'impression que je vais subir l'accélération au sprint des coureurs adverses, ce qui fait que finalement le fait d'avoir la roue ne me sera pas profitable parce que entre guillemets le sprint ne sera pas assez long. Bon, après Galopin, c'est pas non plus le sprinter de l'espace, hein. Bref, on se fait taper par Keukelir. Voilà, tant pis, hein, c'est pas un drame, mais c'est un petit peu décevant, c'est sûr, faut l'avouer. Après, ça va, hein, le top 5 est garanti puisqu'on a fait 3ème, donc c'est assez correct. Et donc, tout ça nous mène à quoi? Tout ça nous mène à se projeter vers le Tour des Flandres. Tour des Flandres pour lequel vous voyez tout le monde est en pic de forme, tout le monde est sous pic, tout le monde est dans les starting blocks pour essayer de performer sur le Tour des Flandres, avec un Mathieu Van Der Poel en chef de file, avec Galopin Van Barle, bref, tout le monde est au taquet, il n'y a plus qu'à, on va traiter ce Tour des Flandres dans l'épisode prochain, on commencera par ça, épisode prochain qui sera constitué quasi exclusivement, hein, il y aura brefs aperçus de certaines autres épreuves, mais ce sera vraiment orienté autour de Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Amstel Gold Race, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. Donc un épisode super excitant, j'ai hâte de jouer tout ça. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos petites aventures, bye bye.